Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 août 2025 et nos amis Trita Parsi et l'ambassadeur Chas Freeman sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau. Heureux d'être avec vous. Trita, commençons avec vous et votre nouvel article dans Foreign Policy. Je parlais avec mes invités ici sur ce podcast de votre article parce que je l'ai trouvé très important à prendre en compte. Le titre est « La prochaine guerre Israël-Iran arrive ». Quels sont les points cruciaux que vous soulevez dans cet article qui vous amènent à penser que la guerre est imminente? Merci Nima. Merci pour vos aimables paroles. Et c'est toujours un plaisir d'être de retour avec vous et avec Chas. Ce que je soutiens dans cet article, c'est qu'il y a une très forte probabilité qu'Israël reprenne la guerre. Et cela pourrait arriver dès la fin de ce mois. Mais il est probable que la fenêtre d'opportunité commence à se refermer d'ici décembre de cette année, car les États-Unis entrent dans les élections de mi-mandat. Je ne dis pas que c'est un facteur prohibitif, mais cela complique considérablement les choses. Nous pouvons entrer dans les détails. La raison pour laquelle je pense que la guerre reprendra très probablement, c'est qu'Israël n'a atteint qu'un seul de ses 3 objectifs dans cette guerre. Et même cet objectif n'a été que partiellement réalisé. Les 3 objectifs que les Israéliens poursuivaient avec cette guerre étaient, tout d'abord, d'entraîner les États-Unis dans une confrontation militaire directe avec l'Iran. Cela a été un succès, mais seulement partiel. Partiel, car les Israéliens essayent depuis plus de 20 ans d'obtenir cela, non pas comme une action ponctuelle, mais plutôt comme une campagne soutenue des États-Unis en tant que participants à part entière à la guerre, afin de vraiment bombarder une grande partie de l'Iran et de réduire la puissance iranienne, modifiant ainsi l'équilibre régional en faveur d'Israël, d'une manière que seuls les États-Unis peuvent réaliser. Israël ne peut pas le faire seul. Ce fut un succès partiel, car pour la première fois, les États-Unis ont effectivement bombardé directement l'Iran. Mais Trump ne l'a fait qu'une seule fois. En fait, il semble que l'intention de l'administration était de faire quelque chose pour mettre fin à la guerre, plutôt que de l'escalader. Et cela a été extrêmement décevant pour les Israéliens. Je pense qu'une des raisons principales pour lesquelles les Israéliens ont finalement accepté un cessez-le-feu, c'est qu'ils commençaient à subir des pertes importantes de la part des Iraniens vers la fin de la guerre. Ils auraient, je pense, été prêts à encaisser ces coups tant que les États-Unis étaient impliqués dans la guerre. Mais si les États-Unis n'étaient plus dans le conflit, cela n'avait plus de sens. L'analyse coût-bénéfice a changé et les Israéliens ont accepté un cessez-le-feu. Donc ce fut un succès partiel. Les 2 autres objectifs ont été des échecs. L'un était de décapiter le régime. Et j'utilise le mot régime spécifiquement. J'ai vu la dernière fois que certaines personnes n'étaient pas contentes que j'emploie le terme régime. Le régime, parce que je ne parle pas de décapiter le gouvernement Pezeshkian. Il s'agit du régime dans son ensemble. Et là encore, les Israéliens ont d'abord remporté des succès très importants. Ils ont réussi à prendre l'Iran complètement par surprise, tuant 20 hauts responsables militaires ou plus au sein du régime iranien, y compris un grand nombre de scientifiques, ainsi que leurs familles, enfants et voisins. Il y a eu un nombre significatif de morts civiles qui a largement été ignoré par les médias occidentaux. Mais ils n'ont jamais réussi à perturber le commandement et le contrôle de l'Iran pendant plus de quelques heures. En moins de 12 heures, les Iraniens avaient remplacé ces personnes et ont ensuite commencé à lancer un très grand nombre de missiles et de drones. Et depuis, le contrôle du gouvernement n'a jamais été perdu pendant toute la durée des 12 jours. Et nous n'avons pas non plus vu de scénario dans lequel le peuple iranien, malgré le fait que je pense que, dans l'ensemble,
le régime est très impopulaire, ne soient pas descendus dans la rue. Au contraire, on a assisté à une grande vague de nationalisme qui, dans une large mesure, ne s'explique pas seulement par le fait que le pays a été bombardé, ce qui est une réaction naturelle, mais aussi par la manière dont il a été bombardé. Cela s'est produit en plein milieu des négociations, 2 jours avant un nouveau cycle. C'était extrêmement trompeur, malhonnête, et cela montrait très peu de considération pour les victimes civiles. Les Iraniens ont rapporté plus de 1060 morts en seulement 12 jours. Nous avons vu des immeubles entiers soufflés par les Israéliens. D'ailleurs, les Israéliens eux-mêmes ont déclaré avoir fait exploser 5 voitures piégées en plein jour à Téhéran. Si les Iraniens faisaient exploser 5 voitures piégées à Tel Aviv, les médias occidentaux, dans leur grande majorité, et à juste titre, qualifieraient cela de terrorisme. Ce n'est jamais ainsi que cela a été décrit dans les médias occidentaux, dans la mesure même où ils ont couvert le fait que les Israéliens eux-mêmes disaient faire exploser des voitures piégées. Mais ils n'ont jamais réussi à créer un scénario dans lequel les gens descendaient dans la rue. Au contraire, je pense que la distance entre le régime et la société iranienne s'est réduite à la suite de cette attaque, du moins à court terme. Reste à voir si cela sera un phénomène durable ou non. Le troisième objectif, qui est le plus important pour les Israéliens, est de réduire l'Iran à une nouvelle Liban ou Syrie, un pays qu'Israël pourrait bombarder à volonté, en toute impunité et sans implication américaine. À ce stade, il est clair qu'ils ne peuvent rien faire sans l'implication des Américains. Ce n'est pas quelque chose que je pense que les Israéliens comptaient accomplir dès le premier tour. Je pense cependant qu'ils s'attendaient à obtenir bien plus que ce qu'ils ont réalisé. Les Iraniens, bien sûr, le comprennent. Et il est crucial pour eux, de leur point de vue, de s'assurer de dissiper l'idée que l'Iran peut être réduit à une autre Syrie et qu'il pourrait tomber sous l'hégémonie militaire d'Israël. Cela me conduit à penser que, d'abord, les Israéliens attaqueront relativement bientôt, car une fois qu'ils ont commencé, ils ne peuvent pas se permettre, de leur point de vue, de laisser l'Iran reconstruire ses systèmes de défense aérienne ou même d'en acheter de nouveaux et de meilleurs. Même si, bien sûr, cela prendra du temps. Donc, une fois qu'ils ont lancé le compte à rebours, ils ne peuvent pas faire de pause trop longtemps. Sinon, les choses vont commencer à devenir très difficiles pour eux. Et cela s'ajoute à l'horloge politique, c'est-à-dire qu'après les élections de mi-mandat, la probabilité de pouvoir entraîner les États-Unis dans cette affaire sera probablement un calcul plus compliqué. Mais cela signifie aussi que du point de vue iranien, s'ils veulent dissuader les Israéliens de penser qu'ils peuvent réussir, ils ne peuvent pas jouer la carte du temps, comme ils l'ont fait par le passé. Même lors de cette guerre de 12 jours, les Iraniens n'ont pas tiré le plus grand nombre de leurs missiles. Ils se sont ménagés. Ils pensaient que ce serait un conflit long et voulaient s'assurer de pouvoir l'emporter sur la durée. Maintenant, il me semble que cela leur est devenu plus clair. Ils doivent riposter beaucoup plus fort, beaucoup plus tôt, avec un nombre bien plus important de missiles, afin d'infliger immédiatement des pertes, et que l'analyse coût-bénéfice du côté israélien change, et qu'ils reconnaissent que l'Iran est trop grand, trop puissant pour être soumis à ce type de domination aérienne et à la stratégie dite de « tondre la pelouse » que les Israéliens appliquent plus ou moins à toute la région à ce stade. Cela me porte à croire que la prochaine guerre n'aura pas seulement lieu relativement bientôt, mais qu'elle sera aussi bien plus sanglante que la précédente. Ce que feront les États-Unis dans tout cela sera absolument décisif. Trump a montré une capacité à dire non aux Israéliens, du moins de façon limitée, bien plus que Biden ne l'a jamais fait.
Même le premier cessez-le-feu n'aurait jamais eu lieu sans la pression exercée en coulisses par l'administration Trump sur les Israéliens, et ce, avant même qu'il n'entre à la Maison-Blanche. Ce qu'il n'a pas montré, cependant, c'est une capacité à maintenir ce non. Les Israéliens, selon un responsable de l'administration à qui j'ai parlé, sont infatigables et continuent de pousser. Et finalement, Trump perd patience et cède. S'il refait cela lors de la prochaine vague, et c'est très important à comprendre, ce ne sera pas la même chose que la dernière guerre. 12 jours, des frappes limitées des États-Unis, ou du moins limitées en nombre de sorties, et quelque chose qu'il peut simplement qualifier de « ce n'était pas une guerre, c'était juste une action militaire ». Au contraire, je pense que ce sera bien plus vaste, bien plus sanglant, et il est peu probable que les Iraniens réagissent poliment envers les États-Unis, comme ils l'ont fait lorsqu'ils ont frappé la base à Doha. Et j'utilise le mot poliment parce que c'est ainsi qu'un responsable du Pentagone l'a qualifié. Au contraire, ce sera une guerre bien plus importante, et cela aura des répercussions politiques totalement différentes pour Trump. Il a survécu aux luttes internes républicaines. Certains parlent d'une guerre civile entre l'aile Lindsey Graham et l'aile des modérés, qui ne veulent pas que les États-Unis s'impliquent dans de nouveaux conflits. Au point que certaines personnes à Washington disent « Écoutez, ce type fou sera de toute façon avec Trump. Cela ne lui a rien coûté. » Je pense que c'est une mauvaise lecture de la situation. Ce qui s'est passé ici, c'est que tout d'abord, nous ne sommes qu'à 6 ou 7 mois du mandat du président. Donc, il dispose encore de beaucoup de marge de manœuvre et de capital politique, qu'il n'aura plus dans un an. Mais plus important encore, du point de vue américain, il s'agissait au final d'un acte isolé qu'il peut probablement se permettre une fois. Une guerre où l'on commencerait soudainement à voir revenir des cercueils de soldats américains, je ne pense pas que cela serait toléré. En fait, le niveau de protestation contre Trump venant de sa propre base à propos de cette guerre est vraiment impressionnant et bien plus important que toute protestation que nous avons vue du côté démocrate contre Biden sur n'importe quelle politique au cours des 6 ou 7 premiers mois de son mandat. Donc je pense qu'analyser la situation à un instant donné et se dire, eh bien, ça a bien marché pour Trump cette fois-ci, il peut recommencer et en faire encore plus, est une erreur totale. Si cela conduit à une grande guerre, ce que je pense, si les États-Unis y entrent et laissent les Israéliens s'y engager à nouveau, alors je pense que cela leur coûtera énormément, politiquement. Et cela aura un impact immédiat sur eux. Ambassadeur Anthony, quel est votre avis? Eh bien, je pense que c'est une analyse politique brillante et logique, mais permettez-moi de soulever quelques questions. Je pense que les principales questions concernent les capacités israéliennes, car à la fin du dernier round, et je suis d'accord avec toi, Trita, les deux camps se préparent à une nouvelle confrontation, et je te rejoins sur le fait qu'elle sera plus féroce, du moins du côté iranien, que lors du dernier affrontement, si elle a lieu. Mais les Israéliens étaient essentiellement à court de capacité d'interception. Les Iraniens ont répondu de manière progressive. Ils se sont d'abord débarrassés d'une grande partie de leurs armes les plus anciennes dans le but d'user les défenses, ce qu'ils ont effectivement réussi à faire. Les Israéliens ont tiré entre autres 2 leçons, je suppose. La première, c'est que sans l'aide des États-Unis et d'autres pays comme le Royaume-Uni, ils ne peuvent vraiment pas se défendre contre l'Iran. Deuxièmement, et bien que ce soutien soit probable, il n'est pas certain. Plus important encore, peut-être, ils ont appris que les États-Unis n'ont pas la capacité de production, et eux non plus, pour reconstituer rapidement ce qui a été dépensé. 25% des défenses THAAD américaines ont été épuisées en 12 jours.
Les États-Unis ont d'autres priorités, même s'ils ont tendance à accorder la primauté à la question israélienne. Donc, je pense qu'il y a ici des contraintes militaires et physiques dont il faut tenir compte. Sans remettre en cause la projection de Trita sur l'intention israélienne, je doute de la capacité à le faire dans le délai qu'il suggère. Et enfin, je pense qu'il y a deux autres éléments, dont l'un a conduit aujourd'hui le président Trump à Anchorage pour une rencontre avec le président Poutine qui commencera dans quelques heures. Et c'est là la quête d'un prix Nobel de la paix, si absurde que cela puisse paraître, et aussi dénué de valeur que ce prix ait pu devenir après avoir été décerné au président Obama, simplement parce qu'il était un type sympathique qu'il voulait rencontrer à Oslo. Donc je pense que Trump, vraiment, je donne du crédit à Vladimir Poutine pour ce qu'il a dit hier, que Trump, vous savez, poursuit la paix de manière énergique et sincère. J'ajouterai cependant qu'il n'a aucune idée de la façon d'y parvenir, mais je ne remets pas en question sa sincérité ni son ambition concernant le prix Nobel. À la fin de votre monologue, vraiment brillant d'ailleurs, vous avez soulevé la question du soutien MAGA. Et je pense vraiment que c'est extraordinaire que certaines des figures fondatrices de ce mouvement, qui bien sûr est un culte de la personnalité, mais qui a aussi d'autres aspects, vous savez, Tucker Carlson, Steve Bannon, des gens comme ça, critiquent ouvertement Trump, tout comme d'autres, pour nous avoir entraînés dans des guerres sans fin. Je ne pense pas qu'il soit encore préoccupé par la guerre commerciale sans fin qu'il a lancée, car ça ne va pas s'arrêter. Et la plupart des économistes semblent penser que nous allons bientôt connaître une vague majeure d'inflation à cause de l'imposition arbitraire et capricieuse de droits de douane. Donc je pense que le soutien populaire diminue rapidement, et pas seulement dans le grand public, mais aussi parmi ses partisans les plus fervents. Bien sûr, un dernier commentaire. Il s'est entouré de sycophantes et d'ignorants. Il est parti à Anchorage, sans qu'aucune personne de son entourage n'ait la moindre compétence pour parler soit de la situation militaire sur le terrain en Ukraine, soit des questions plus larges de la paix en Europe. Et il est très clair que, comme c'était le cas lorsque nous discutions avec l'Iran, il n'y avait aucune compréhension commune de ce qui était en jeu, ni de ce que devait être l'agenda. Donc je pense qu'il n'y aura pas de miracle. Je pense que les Israéliens sont effectivement aussi féroces que Trita les décrit. Mais je m'interroge sur leur capacité, et je m'interroge sur la volonté de l'administration Trump de soutenir encore une nouvelle guerre sans fin, car c'est bien ce que ce serait. Puis-je intervenir rapidement? Vas-y, Trita. Oui, bien sûr, je pense que Chas a tout à fait raison. Il y a ici une dimension logistique militaire qui pourrait ne pas bien s'accorder avec le calendrier politique que je souligne. Mais si je continue de penser qu'il y aura probablement une forme d'attaque de la part des Israéliens, c'est en partie parce que, s'ils attendent trop longtemps, la fenêtre d'opportunité qu'ils considèrent eux-mêmes comme cruciale pour agir risque de se refermer. À savoir, premièrement, que l'axe de la résistance a été en grande partie affaibli, et les attaques d'octobre dernier, lorsque la majeure partie du système de défense aérienne S-300 iranien a été détruite. Cela a créé une opportunité qui n'existait pas auparavant, ce qui a été un moteur dans leur réflexion, selon laquelle c'est quelque chose qu'ils doivent faire maintenant. S'ils attendent trop longtemps, malgré les facteurs militaires et logistiques, ce n'est pas comme si le temps jouait en leur faveur. Aussi difficile que ce soit actuellement, compte tenu des limitations potentielles auxquelles ils font face, ce sera encore plus difficile dans 3 mois. Et c'est ce fait, à mon avis, qui les poussera à agir plus tôt que tard, même s'ils n'ont peut-être pas du tout la préparation ou l'état de préparation nécessaire
pour réussir. Un autre facteur également important que j'aborde dans l'article est qu'une raison essentielle de leur succès limité, du moins au début, résidait dans la présence d'agents du Mossad à l'intérieur de l'Iran, ce qui a bien sûr pris tout le monde par surprise. Je pense que cela devrait soulever des questions importantes sur les raisons pour lesquelles le gouvernement iranien a arrêté autant de binationaux, alors qu'en réalité, de nombreux agents du Mossad circulaient librement en Iran. Maintenant, si ces agents étaient présents dans le pays depuis plus longtemps, il est probable que le Mossad ait essentiellement brûlé ses ressources et ne pourra pas les réutiliser lors d'une future attaque. Cependant, certains rapports suggèrent que ces agents ont été introduits dans le pays environ 3 jours avant l'attaque. Si tel est le cas, il existe également un scénario dans lequel, une fois de plus, ils pourraient réussir à organiser quelque chose à l'intérieur du pays. Et il n'est pas encore clair que les autorités iraniennes aient réellement réussi à éradiquer ces éléments. Apparemment, ils ont arrêté jusqu'à 20 000 personnes, mais les frontières restent très poreuses, en particulier dans la région du Kurdistan et au Baloutchistan. Et c'est apparemment par là que beaucoup d'entre eux sont entrés dans le pays. Il y a donc encore beaucoup d'inconnus, et Chas a tout à fait raison. Je suis d'accord. Il se peut très bien qu'ils ne disposent pas de toutes les capacités militaires nécessaires. Je soupçonne néanmoins qu'ils déclencheront quand même une guerre à cause de ces autres facteurs, malgré le fait qu'ils ne soient pas totalement prêts à la mener comme ils le souhaiteraient. Permettez-moi d'ajouter 2 éléments, si vous le voulez bien. Premièrement, pour renforcer le point de Trita sur le sentiment d'urgence ressenti par les Israéliens. Je ne pense pas que quiconque sache ce que l'Iran fait avec l'uranium enrichi. Il semble qu'ils en aient conservé une partie avec succès, malgré les attaques israéliennes et américaines. Il serait donc très logique que les Iraniens traitent cet uranium aussi rapidement que possible, afin de réduire le délai entre leur capacité à prendre la décision de fabriquer une bombe et la fabrication effective de celle-ci. J'ai donc le sentiment que les Israéliens eux-mêmes soupçonnent que le temps ne joue pas en leur faveur concernant la latence nucléaire iranienne et qu'ils doivent agir plus tôt que tard, conformément aux 3 objectifs que Trita a exposés. Le deuxième facteur, qui est une véritable inconnue, est le corridor de transport Azerbaïdjan-Arménie, qui longe la frontière avec l'Iran et qui est à juste titre perçu par les néoconservateurs et les éléments pro-arméniens aux États-Unis comme encerclant l'Iran par le nord. La Russie et l'Iran s'y sont toutes deux opposées avec véhémence, ce qui me laisse penser qu'il est très peu probable que ce corridor ait une longue durée de vie. Mais il existe. Et il est possible que des agents du Mossad et d'Aman soient entrés en Iran en partie via le Baloutchistan, mais ils sont certainement aussi venus d'Azerbaïdjan. Et les attaques contre l'Iran, en fait, ont dans certains cas été lancées depuis l'Azerbaïdjan. Je pense donc que c'est un autre facteur imprévisible. Que va-t-il se passer avec ce corridor de transport au nom ridiculement choisi? C'est le chemin pavé de roses de Trump vers le paradis, ou quelque chose du genre. Mais quoi qu'il en soit, je me demande si ce n'est pas un facteur majeur dans la réflexion des pays de la région, y compris Israël. Trita, je pense que dans votre article, vous abordez la question de la durabilité du soutien américain à Israël. Nous savons que pendant la guerre entre l'Iran et Israël, les États-Unis n'ont pas été capables de fournir à l'Ukraine les armes dont elle avait besoin. Ils ont en quelque sorte cessé d'envoyer des armes et de l'aide à l'Ukraine. C'est un point très important lors de la rencontre entre les deux présidents américains.
Pensez-vous que si un accord est trouvé avec la Russie, cela pourrait influencer la décision des États-Unis et d'Israël d'attaquer à nouveau l'Iran? Je pense que l'influence sera indirecte s'il y en a une. Évidemment, en ce qui concerne la capacité d'ajouter davantage de systèmes de défense aérienne à Israël, il s'agit d'une capacité limitée pour les États-Unis. Ils se trouvent déjà dans une situation où la protection de leurs propres troupes dans d'autres régions du monde en pâtit, non seulement à cause de l'Ukraine, mais surtout à cause d'Israël. Comme Chaz l'a souligné, 25 des intercepteurs THAAD ont été utilisés en 12 jours dans une région que Trump, ainsi que l'administration précédente, considérait comme n'étant plus vitale pour les États-Unis. Cela ne semble pas être une décision particulièrement judicieuse. De plus, il faudra, selon les estimations, 3 à 5 ans aux États-Unis pour reconstituer ce stock. Ce n'est donc pas un jeu que les Israéliens peuvent se permettre de jouer sur le long terme. Je pense que la lassitude politique va finir par se faire sentir aux États-Unis. Mais les Israéliens estiment il est très important de comprendre comment ils perçoivent leur propre doctrine de sécurité, qui, à mon avis, est très différente de celle de tout autre pays au monde. La plupart des pays considèrent qu'une menace est essentiellement la combinaison de la capacité et de l'intention. Le simple fait qu'un pays ait la capacité ne signifie pas nécessairement qu'il constitue une menace, à moins qu'il n'ait une intention menaçante. Les Israéliens, et cela m'a été expliqué par des généraux israéliens eux-mêmes, croient que, compte tenu de leur propre expérience, ils ne peuvent pas se permettre de supposer qu'une menace n'est pas toujours présente. Ils estiment que la menace est toujours là. Ils doivent partir de ce principe. Et, en conséquence, ils se concentrent uniquement sur la capacité. Et c'est pourquoi il n'importe pas vraiment que l'Iran, sans dire que si l'Iran avait une rhétorique différente sur Israël, etc., cela n'aurait aucun impact. Mais je crois fondamentalement que le fait que l'Iran ait la capacité de défier Israël, qu'Israël ne puisse pas dissuader l'Iran, est quelque chose d'inacceptable pour les Israéliens. Et dès qu'il a semblé que les Israéliens avaient du succès face à l'Iran auparavant, on a vu comment ils ont déplacé leur attention vers la Turquie, particulièrement conscients du succès de la Turquie en Syrie. Soudainement, ils parlaient de la Turquie comme étant la nouvelle menace dans la région. C'est donc un processus sans fin pour eux. Il n'y aura essentiellement jamais de moment où ils seront satisfaits. Si l'on regarde les années 1960 et 1970, l'Iran et Israël entretenaient en réalité des relations très étroites. Ce n'était pas seulement une question d'intention. C'était aussi parce qu'à l'époque, les Iraniens n'avaient pas la capacité d'atteindre Israël. La région était alors beaucoup plus vaste. La technologie a considérablement réduit la taille de la région. Aujourd'hui, des pays dont les Israéliens n'avaient pas à se soucier auparavant en termes de capacité sont désormais à prendre en compte. Et cela va constamment les placer dans une forme de confrontation. Mais ce ne sont pas eux qui en paient le prix. C'est les États-Unis qui en assument la grande majorité. En fait, je crois que c'est le CRS lui-même qui a publié une analyse montrant que les États-Unis ont financé environ 35% de l'ensemble du budget militaire israélien l'an dernier. À ma connaissance, cela n'incluait pas le coût des systèmes de défense aérienne d'avril et d'octobre, ni des intercepteurs qui ont été utilisés, ce qui apparemment dépasse les 2 milliards de dollars. Je pense donc qu'il pourrait y avoir de nouvelles analyses à venir qui prendront en compte les 12 jours et tout le reste, et je pense que ce chiffre sera encore supérieur à 35%. C'est donc une situation inhabituelle. Le pays a essentiellement une doctrine de sécurité qui stipule qu'il doit être l'hégémon militaire de la région pour être en sécurité. Mais le coût de cette hégémonie sera payé par quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que nous ayons d'autres parallèles historiques à cela.
Shah le saurait probablement mieux. Non, je ne pense pas qu'il existe d'autres cas similaires. J'aimerais renforcer vos arguments. Israël exige fondamentalement une sécurité absolue pour lui-même, ce qui signifie une insécurité absolue pour tous les autres. Et il existe bien sûr deux façons de faire face aux menaces. La manière la plus efficace et la moins coûteuse est la diplomatie, en éliminant la cause de la menace ou en la modulant ou en l'atténuant. Israël ne pratique pas la diplomatie dans ce sens. Sa posture est très trumpienne dans sa fanfaronnade, sa bellicosité et son intimidation, et il ne cherche pas à convaincre. Cela malgré le fait que, d'après mon expérience, les hommes d'affaires israéliens sont généralement très sympathiques et persuasifs, mais leur gouvernement ne l'est pas. L'idée de la diplomatie israélienne est un oxymore. Donc le point final ici, c'est que si vous ne pratiquez pas la diplomatie, il ne vous reste rien d'autre que l'action militaire. Et pas seulement la dissuasion, qui est souvent la version américaine de cela, car les Israéliens ne croient pas en la dissuasion. Ils croient en la destruction des capacités de l'autre camp. Cela fait d'Israël l'État le plus dangereux de la planète en ce qui concerne ses voisins et la prévisibilité de ses actions, car il fera des choses qui, à long terme, garantissent la haine et l'inimitié des autres. Sans se soucier de cela, tout ce qu'il fait est tactique, mais s'inscrit dans un contexte stratégique. Raser tout le voisinage. Je me souviens très bien qu'en 1993, en tant que secrétaire adjoint à la Défense, je suis allé en Israël et j'ai assisté à un exposé donné par un colonel israélien des plus malheureux et contrariés, expliquant pourquoi l'Iran était un monstre qu'il fallait détruire. C'était, bien sûr, après la destruction essentielle de l'Irak en tant que potentiel ennemi d'Israël. Et il était parfaitement évident qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'il disait. Mais Israël souffrait du syndrome de privation d'ennemis, et il devait se trouver un nouvel ennemi. Ce fut l'Iran. Et cela ne s'arrête jamais. Si Israël parvient à soumettre l'Iran, il s'en prendra à la Turquie, comme beaucoup l'ont déjà dit. Et cela représente une menace pour la sécurité de tous dans la région et au-delà. Trita, il n'y a pas que la Turquie. Je dirais même que le Pakistan serait l'une des cibles s'il parvenait à faire quelque chose avec l'Iran. Mais concernant l'attaque israélo-américaine contre l'Iran, quel est ton ressenti sur cette stratégie du point de vue des Iraniens? Comment cela a-t-il influencé la stratégie de l'Iran sur le long terme? Parce que la société iranienne n'a pas connu de guerre directe depuis la guerre Iran-Irak. C'était quelque chose de nouveau. Nous ne savions pas quel en serait le résultat, ni comment cela influencerait la société iranienne. Selon toi, comment la direction iranienne a-t-elle intégré cet état d'esprit stratégique dans la gouvernance du pays après ces attaques? Je pense qu'il y a eu des évolutions très intéressantes. Tout d'abord, je crois qu'au sein de la société, il y a toujours eu un fort scepticisme dans certains milieux concernant l'approche régionale de l'Iran. Beaucoup pensaient que l'Iran gaspillait de l'argent au Liban, en Syrie, en Irak et ailleurs, en s'impliquant inutilement dans des conflits dans lesquels il ne devrait pas être impliqué. En conséquence, bon nombre des défis et des problèmes auxquels l'Iran a été confronté étaient de son propre fait, en raison d'une politique d'ingérence dans les affaires d'autres pays et de son implication dans des conflits avec Israël, par exemple. Je ne dis pas qu'il y a eu un changement radical partout, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose d'important, précisément parce que cette attaque a eu lieu de manière si trompeuse, en plein milieu des négociations, à un moment où les Iraniens envoyaient tous les signaux possibles indiquant qu'ils voulaient réellement conclure un accord avec les États-Unis.
Des articles dans le Financial Times, aux tribunes du ministre iranien des Affaires étrangères dans le Washington Post, il laissait même entendre des choses auxquelles il n'avait jamais consenti auparavant, comme être ouvert au retour des entreprises américaines en Iran, ouvert à ce que des entreprises américaines investissent en Iran, et parler d'une opportunité commerciale d'1 billion de dollars pour les États-Unis. Cela était totalement exclu entre 2013 et 2015 lors des négociations du JCPOA. Il était donc très clair qu'il s'agissait d'un véritable effort pour parvenir à un accord. Et puis, au milieu de tout cela, à un moment où peut-être cette dernière réunion à Mascate aurait réellement pu aboutir à un accord, les Israéliens ont attaqué. Et je pense que cela a fait comprendre aux gens que la situation est peut-être un peu plus compliquée, sans pour autant dire que l'Iran est totalement innocent, sous quelque forme que ce soit, mais en reconnaissant que les Israéliens ont peut-être un autre type de calcul, que le problème n'est en réalité pas lié au programme nucléaire. Ce qu'ils craignent plus que tout, c'est précisément que les États-Unis et l'Iran résolvent le conflit nucléaire et avancent ensemble dans une direction plus positive. C'est la plus grande menace pour les Israéliens, et c'est pour cela qu'ils ont attaqué. De plus, une critique que l'on entend de plus en plus aujourd'hui n'est pas « Pourquoi l'Iran a-t-il investi dans l'Axe ?» mais plutôt « Pourquoi l'Axe n'était-il pas là? Pourquoi n'a-t-il pas agi comme il aurait dû ?» Donc, peut-être que c'était un investissement perdu, mais pas parce que l'idée de départ était nécessairement mauvaise, mais parce que ça n'a pas fonctionné. L'idée, le concept même, d'avoir une forme de défense avancée qui empêche le conflit d'atteindre le territoire iranien, à mon avis, a pris une toute nouvelle dimension. Que cela soit réalisable pour eux maintenant ou non, est une question totalement différente. Cela revient, encore une fois, à ce que j'ai dit plus tôt. La distance entre la société et le régime dans son ensemble, je pense, s'est un peu réduite. Que cela soit durable ou non, dépend de la manière dont le gouvernement agit en ce moment. Il y a une opportunité de réconciliation nationale. C'est au gouvernement de mener cet effort. Jamais auparavant, il n'y a eu une telle ouverture de la société pour aller dans cette direction avec le gouvernement. Mais je pense aussi que par pur instinct de survie, le régime reconnaîtrait probablement que si ce n'était pas pour l'impopularité du régime lui-même, le degré de succès du Mossad dans le recrutement d'Iraniens pour devenir des agents du Mossad à l'intérieur du pays n'aurait tout simplement pas existé. Ainsi, l'un des moyens les plus efficaces d'empêcher que cela ne se reproduise est de s'assurer que ce degré de mécontentement soit pris en compte. Et cela ne peut pas être une mesure superficielle. Il ne peut pas s'agir simplement de réformes superficielles. Cela doit être bien plus profond que cela. Je suis d'accord pour dire que la réforme est la meilleure défense contre la déloyauté. Mais il reste à voir si ce gouvernement sera capable de mener des réformes significatives, à mon avis. Juste deux très brèves remarques. Premièrement, le démantèlement de la défense avancée assurée par les liens avec le Hezbollah et le gouvernement syrien, ainsi que la relation avec les Houthis, qui continue d'être une épine dans le pied d'Israël et des États-Unis. Le fait de priver l'Iran de ses soutiens, bien sûr, renforce ironiquement l'argument en faveur d'une défense nucléaire pour l'Iran. Sur quoi l'Iran peut-il désormais compter pour se défendre contre un Israël et des États-Unis prédateurs et impitoyables? Ceux qui citent constamment l'exemple nord-coréen, je pense que c'est tout le contraire. Deuxième point, tout comme je le pense en regardant la composition de la délégation russe à Anchorage, les Russes ont peut-être mal évalué leur capacité à soudoyer le président Trump avec des opportunités d'affaires. Les Iraniens ont commis la même erreur. Je crois en effet qu'il est corruptible, comme il l'a montré dans de nombreux contextes, mais il est prisonnier du lobby sioniste.
Ses donateurs dirigent ses actions. Il est entouré de personnes qui ne partagent pas sa vision de la guerre et de la paix. Il y a donc une limite à ce que l'on peut obtenir en lui agitant des opportunités d'affaires sous le nez. Quoi qu'il en soit, tout cela appartient au passé, car je pense que l'animosité entre Iraniens et Américains est désormais très forte, ce qui est compréhensible. Et l'attitude traditionnellement pro-américaine de nombreux Iraniens s'est probablement étiolée. Je ne suis pas allé en Iran depuis très longtemps, donc j'hésite à porter un jugement à ce sujet, mais j'aimerais entendre l'avis de Trita sur cette question. Non, je pense que vous avez tout à fait raison. Je crois que nous assistons, en particulier chez la jeune génération, d'abord à une génération qui est devenue assez apathique, qui a été très déçue que les réformes n'apportent pas les changements qu'elle espérait et qui s'est ensuite tournée vers l'idée de révolution. Puis en 2022, cela a échoué, même si, à bien des égards, culturellement, le pays a été révolutionné dans le sens où le port du hijab n'est plus du tout imposé comme il l'était auparavant. Mais malgré tout, cela n'a absolument pas fait tomber la structure du régime. Ils sont donc en quelque sorte retombés dans l'apathie, n'ayant plus vraiment de théorie du changement à ce stade. Mais au sein des éléments d'une génération plus jeune, pas si jeune, mais de 30 ans et plus, on observe un grand nombre de personnes au sein de l'appareil sécuritaire qui étaient très critiques de l'approche de l'Iran dès le départ, mais pas dans le sens où ils pensaient que l'Iran gaspillait de l'argent au Liban ou en Syrie. Au contraire, ils étaient critiques parce qu'ils estimaient que cette stratégie de patience stratégique était erronée et permettait constamment aux Israéliens de se rapprocher et d'escalader de plus en plus avec l'Iran, car l'Iran n'infligeait jamais vraiment suffisamment de douleur et de coups aux Israéliens lorsqu'ils agissaient ainsi. Donc je pense qu'on observe aussi certains changements au sein de l'appareil sécuritaire. With us and everything was moving, en partie parce que de nombreuses personnes ont été tuées. Donc, s'il y a des gens en Occident qui espèrent que la prochaine génération arrivera avec une attitude différente envers l'Occident, je pense que cela peut être vrai, mais pas dans le sens qu'ils imaginent. Je pense qu'il s'agit d'un cas où peut-être la population ne s'est pas rapprochée de certains dirigeants du pays, mais elle est devenue bien plus méfiante et a peut-être perdu une partie de son innocence concernant sa vision des États-Unis et de l'Occident dans son ensemble. J'ajouterai ici, et c'est très important, que même s'ils ne sont plus un facteur majeur, l'Europe n'est plus perçue comme elle l'était auparavant, surtout après que la chancelière allemande a déclaré qu'Israël faisait le sale boulot de l'Europe à sa place. Et je pense que c'est un changement radical auquel nous n'avons pas vraiment prêté suffisamment d'attention. L'ensemble de la constellation E3 a été créé en 2003 par les Européens parce qu'ils craignaient que les États-Unis sous George Bush ne s'en prennent à l'Iran après avoir envahi l'Irak. Ils ont mis en place cette constellation pour tenter de s'impliquer diplomatiquement afin d'éviter la guerre. En fait, en Europe, cela a été controversé car des pays comme l'Espagne, l'Italie et la Pologne se demandaient « Attendez, est-ce qu'on est relégué au rang de puissance européenne de second ordre si la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se placent soudainement au sommet dans cette constellation E3 ?» Ainsi, cela n'a pas été accepté par les autres Européens pendant très longtemps, mais néanmoins, cela existait pour prévenir la guerre. Aujourd'hui, nous avons une situation où l'E3 semble surtout préoccupé de savoir s'ils sont même à la table des négociations ou non, s'ils sont pertinents ou non. Et au lieu de sortir et de condamner ce qui était clairement une violation du droit international, les Allemands, qui étaient auparavant considérés comme les plus conciliants des trois, sont sortis en disant qu'Israël faisait en réalité le sale boulot, le travail ingrat
de l'Europe. Cela a complètement changé la situation. Et je pense que c'est quelque chose qui, bien sûr, influence aussi la perception du peuple iranien vis-à-vis de l'Europe. Puis-je poser une question, Shweta? À quel point pensez-vous que le regret de l'acheteur est répandu concernant le cessez-le-feu en Iran? Je sais qu'il a été critiqué parce que de nombreux Iraniens, je pense à juste titre, ont estimé qu'ils étaient en train de gagner le conflit, en termes relatifs, infligeant beaucoup plus de dégâts à Israël que ce à quoi ce dernier s'attendait ou qu'il pouvait supporter, et épuisant ses défenses. Il y a donc eu une critique initiale. Pourquoi mettons-nous fin à cette affaire au lieu de la poursuivre? Selon vous, ce sentiment est-il très répandu? Je ne peux pas donner de chiffres précis, mais je suis d'accord avec vous. On entend effectivement ces voix qui disent que c'était peut-être une erreur, que l'Iran aurait dû continuer, qu'Israël était à court d'intercepteurs de défense aérienne. En conséquence, l'Iran aurait pu remporter une victoire plus importante, en somme, plutôt que ce qui me semble, au final, être un résultat indécis. Mais je pense que cela ne prend en compte qu'une seule variable, à savoir le fait que les Israéliens commençaient à perdre la capacité de se protéger contre les missiles iraniens. Cela ne prend pas en compte d'autres facteurs, notamment le fait qu'au final, les Israéliens ne visaient pas la capacité de l'Iran à exporter de l'énergie. Il s'agissait principalement de cibler les champs pétrolifères iraniens qui auraient un impact sur la consommation intérieure du pays. Et cela était probablement dû au fait qu'ils ne voulaient pas faire grimper les prix du pétrole, car cela aurait été problématique pour les États-Unis. Mais cela signifie aussi, en conséquence, il y a beaucoup de choses que les Israéliens auraient probablement pu faire, mais qu'ils n'ont pas faites. De plus, les Israéliens n'utilisaient pas leurs missiles longue portée dans cette guerre, donc cela n'entrait pas en ligne de compte. Par ailleurs, Trump était très désireux de conclure cette affaire et d'obtenir un accord. Nous avons vu à quel point il était en colère lorsqu'il a semblé que les Israéliens relançaient la guerre. Je ne pense pas qu'on ait jamais vu un président lâcher un tel juron avec autant de colère, surtout pas dans le contexte d'Israël et publiquement. Je suis sûr qu'en privé cela arrive assez souvent, mais publiquement. Qu'est-ce que cela aurait changé dans l'attitude des États-Unis à ce sujet? Trump se serait-il complètement retiré de l'affaire? Ou aurait-il été poussé à s'impliquer beaucoup plus dans la guerre? Donc je pense que la variable isolée qui dit que oui, peut-être, que les Iraniens commençaient réellement à infliger plus de dégâts à Israël qu'Israël n'en infligeait à l'Iran vers la fin de la guerre. Et qu'en conséquence, en regardant uniquement sous cet angle, il était une erreur d'accepter un cessez-le-feu, ne prend néanmoins pas en compte de nombreux autres facteurs qui auraient probablement changé si la guerre avait continué et qui n'auraient peut-être pas du tout été en faveur de l'Iran. Les deux parties ont la capacité d'aller plus loin dans l'escalade que ce qu'elles ont fait. C'est exact. Espérons qu'elles ne le fassent pas. Mais je pense que cela reflète néanmoins une attitude très forte, à savoir que le gouvernement, le régime, a mal calculé avec la patience stratégique. Et en conséquence, il y a peut-être une certaine surcorrection, en pensant que même le cessez-le-feu était en réalité problématique, qu'ils auraient dû aller plus loin, même si à ce stade, il n'y avait plus de patience stratégique exercée, si ce n'est que les Iraniens devaient se modérer, parce qu'ils pensaient au départ que la guerre durerait plus longtemps. Je pense qu'avec ce que nous avons entendu pendant la guerre et après la guerre, l'Iran n'a pas demandé à la Russie ou à la Chine de l'aider. Et même, comme Trita l'a mentionné, les actes de résistance n'ont rien fait pendant la guerre. Monsieur l'ambassadeur, pensez-vous que l'Iran, d'une certaine manière,
dans les premières heures de l'attaque, c'était une attaque surprise. Et ils voulaient changer le régime, ce qu'on appelle le changement de régime en Iran. Mais il semble qu'au fil du conflit, l'Iran est devenu beaucoup plus confiant dans sa capacité à agir. Il n'avait besoin de l'aide de personne. C'est pourquoi le président russe a dit pendant la guerre qu'il ne nous avait rien demandé. Il l'a dit spécifiquement à la presse en Russie. Quelle est votre analyse à ce sujet? Eh bien, je trouve ça déroutant, franchement. Si c'était le cas à l'époque, la situation a changé aujourd'hui. Je soupçonne fortement que la Chine et la Russie, dans la mesure de leurs moyens, aident désormais l'Iran à accélérer le renforcement ou la reconstruction de ses capacités défensives. Mais je pense qu'au cours de la guerre ou avant la guerre, l'Iran était prisonnier de ses propres illusions concernant la possibilité de conclure un accord avec les États-Unis, et il ne voulait pas s'impliquer davantage avec la Russie en particulier, compte tenu de l'attitude américaine. Il y a probablement une erreur de jugement de la part de l'Iran. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui la situation est différente. D'accord, Tivki. Et je pense que Trita va nous quitter, car il a quelque chose à faire. Merci beaucoup, Trita, d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup, Lina. Comme toujours, j'apprécie vraiment. Merci. Désolé de devoir partir plus tôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Je ne pense pas avoir grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Trita. J'ai trouvé que c'était une analyse vraiment brillante des facteurs en jeu ici. Je pense qu'il y aura un impact, peu importe ce qui se passe en Alaska ce soir, et c'est-à-dire qu'une issue très probable serait la fin totale du soutien américain à l'Ukraine. Car il y a des personnes au sein de l'administration qui estiment essentiellement que les Européens devraient contrer la Russie afin de libérer les États-Unis pour qu'ils puissent s'attaquer à la Chine. Par conséquent, les États-Unis devraient se désengager de cette guerre par procuration en Ukraine. Je ne suis pas très confiant quant à l'issue, car comme je l'ai dit, je pense qu'il n'y a pas de compréhension commune des enjeux. Le président Trump semble toujours se concentrer sur la possibilité d'obtenir un cessez-le-feu, et il est prêt à être jugé sur ce point. C'est également ce que souhaite l'Ukraine, car elle est en train de perdre la guerre. Je ne pense pas que les Russes soient prêts à proposer un cessez-le-feu, sauf dans le cadre d'un accord plus large sur l'avenir, la paix et la stabilité de l'Europe dans son ensemble. En d'autres termes, le problème est que les États-Unis et l'Occident semblent considérer cette question uniquement sous l'angle de l'Ukraine, tandis que les Russes la voient avant tout comme une question de leur propre sécurité, ainsi que de la sécurité, de la stabilité et de la paix en Europe dans son ensemble. Par conséquent, nous ne nous comprenons pas. J'espère que M. Trump, le président Trump, est sincère dans sa volonté d'écouter ce que Vladimir Poutine a à dire, car je pense que c'est la clé pour trouver des solutions à ce problème. Pas nécessairement en cédant des choses à Vladimir Poutine, mais en reconnaissant que Vladimir Poutine possède déjà beaucoup de choses et qu'il ne va pas les abandonner. Et cela concerne certainement la question territoriale. Donc ces réunions pourraient aboutir, comme vous l'avez suggéré, à permettre au complexe militaro-industriel américain de réapprovisionner Israël plus rapidement que ce qui serait autrement possible. Je pense donc qu'il y a beaucoup de choses en mouvement, et nous ne pouvons vraiment pas savoir, mais je crains que Trita ait tout à fait raison concernant la volonté d'Israël de relancer cette guerre. Nous savons que Donald Trump déteste jouer avec une main perdante. Et tout ce qu'il a lors de la rencontre avec Vladimir Poutine, c'est une main perdante. Mais il doit simplement présenter la situation d'une manière qui ne le fasse pas paraître faible ou en position de faiblesse. Quand on regarde l'administration avant la réunion,
et que Donald Trump dit qu'il va plaider pour un cessez-le-feu, pensez-vous qu'il va obtenir quelque chose dans ce sens? J'en doute. En fait, à bien des égards, la manière dont cela semble être structuré du côté américain reflète bien les parcours du président Trump et de Howard Lutnick en tant que courtier immobilier. Donc en gros, on traite cela comme un échange de propriété, un échange de parcelles de terrain. Mais ce n'est pas du tout la question. La question portait sur les droits des minorités en Ukraine. Et bien sûr, l'histoire malheureuse des accords de Minsk plane en arrière-plan. L'attaque russe contre l'Ukraine ne concernait pas l'Ukraine. Elle concernait la paix en Europe et l'absence de menaces militaires aux frontières de la Russie. C'était exactement parallèle à la réaction américaine face à l'armement de Cuba par les soviétiques lors de la crise des missiles de Cuba. Les États-Unis ne toléreraient pas que le Mexique s'arme contre eux en s'associant avec la Russie ou quiconque d'autre, et la Russie ne fait pas exception à cette règle. Le fait de ne pas comprendre cela constitue un obstacle à la résolution du problème. Si l'on pouvait trouver un moyen de rassurer les Russes sur le fait que la menace venant de l'Ouest était contenue, qu'elle ne s'étendrait pas, et traiter avec les Russes, par exemple, comme Vladimir Poutine a dit vouloir le faire, en relançant les discussions sur le contrôle des armements et en construisant une relation de coopération plus large, alors peut-être qu'on pourrait avancer. Mais si l'on se contente de demander un cessez-le-feu et de parler d'échange de territoire, je ne pense pas que cela mène quelque part. J'espère me tromper. Avez-vous regardé Scott Bessent sur Fox News? Il parlait des Européens et il a eu des mots assez durs à leur égard. Pour leur répondre, voici ce qu'il a dit, Monsieur l'ambassadeur. Il est temps que nos homologues européens agissent ou se taisent. Ils ne cessent de dire « Oh, les États-Unis devraient faire ceci, les États-Unis devraient faire cela ». Le président Trump a imposé des sanctions secondaires ou des droits de douane secondaires à l'Inde en raison de sa consommation de pétrole russe, et les Européens ne l'ont pas encore fait. En fait, les Européens achètent les produits raffinés fabriqués par les raffineurs indiens. Nous avons donc besoin d'une certaine coordination ici. Si nous voulons présenter un front uni, ce qui donnerait au président Trump un maximum de levier, alors je pense que nos homologues européens doivent faire leur part. Eh bien, il utilise le mot coordination, mais ce qu'il veut dire, c'est subordination. Autrement dit, les Européens doivent faire leur part. En d'autres termes, ils doivent s'aligner derrière les États-Unis. Mais il n'y a aucune consultation avec les Européens concernant la politique américaine. Elle est élaborée et imposée unilatéralement. Et je n'ai pas beaucoup de respect pour la position des Européens sur des questions comme l'Ukraine, ou d'ailleurs l'Iran, qui est fondamentalement subordonné aux États-Unis, à l'approche de l'administration Biden et maintenant à celle du président Trump. Mais je noterai qu'il y a une autre chose que la secrétaire au Trésor Bessent a dite, à savoir ces promesses fictives d'investissement majeurs du Japon et de l'Europe dans l'industrie américaine. Il dit en gros que cela nous donne le droit de dire aux Européens où ils devraient investir leur capital et orienter leurs investissements étrangers. Je pense que c'est une affirmation ridicule d'un privilège impérial qui ne nous mènera nulle part. Je n'y crois pas une seconde. Et je ne crois pas non plus que les promesses qui ont été faites ou que nous prétendons avoir été faites, car il n'est pas certain que l'autre camp soit d'accord sur ce point, seront tenues. Donc vous voyez des promesses impossibles. Regardez l'accord commercial avec la Chine sous la première administration Trump. L'effet principal a été de développer l'industrie brésilienne du soja au niveau où elle se trouve aujourd'hui. Et vous savez, les Chinois ne se sentaient pas à l'aise de dépendre des États-Unis, compte tenu de notre comportement erratique.
Donc je pense que M. Besant, le secrétaire au Trésor, est un apparatchik très loyal. Je pense qu'il se serait très bien débrouillé sous Joseph Staline en parlant au nom de l'Union soviétique. Je suis désolé de voir un dirigeant américain tenir des propos aussi discutables. Ce qui m'étonne vraiment, Monsieur l'ambassadeur, c'est que l'administration Trump n'a jusqu'à présent montré aucune capacité à communiquer avec les Européens. Il n'y a rien. Je ne sais pas qui parle avec les Européens, qui communique avec eux, mais jusqu'à présent, c'est un échec total. Eh bien, le principal point de contact avec les Européens a été le vice-président J.D. Vance, qui les a essentiellement insultés et aliénés. Je pense que le secrétaire d'État Rubio a également fait un effort, mais cela a été à sens unique. Il fait la leçon aux Européens. Il ne les écoute pas. On ne peut pas mener une relation diplomatique de cette manière avec succès. Et je pense que nous sommes sur le point de voir, nous avançons vers une situation où les gens vont essentiellement dire « Au diable les États-Unis, allons-y et faisons ce qui est dans notre intérêt, et si les Américains s'y opposent, tant pis, ils vont de toute façon nous nuire. » Faites un accord commercial avec Donald Trump, et le lendemain, il vous impose de nouvelles sanctions. Donald Trump, and the next day, he puts more sanctions on you. Look at India, which Treasury Secretary Bessent. Regardez l'Inde, que la secrétaire au Trésor Besant a condamnée pour sa relation ancienne et fiable avec la Russie. Ce n'est rien de nouveau. Cela dure depuis des décennies. Ce qui est nouveau, c'est une action punitive des États-Unis. Et le résultat, comme nous l'avons vu, c'est une intensification de la relation indienne avec la Russie. Le conseiller à la sécurité nationale indien se rendant à Moscou, un appel téléphonique entre Narendra Modi et Vladimir Poutine, une visite prochaine de Vladimir Poutine en Inde, Narendra Modi se rendant à Shanghai pour rencontrer Xi Jinping et d'autres membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, et aucune capitulation de la part de l'Inde, du Brésil, de qui que ce soit, et même le Japon commence à évoquer la possibilité de se détacher de sa dépendance envers les États-Unis. Donc, c'est inepte, amateur, stupide et contre-productif. Monsieur l'ambassadeur, je ne sais pas si vous avez entendu cela. Netanyahou parlait d'apaisement, et son comportement montre que... Voici ce qu'il a dit. Je vais poser ma question après la vidéo. Laissez-moi vous parler de l'apaisement, hier et aujourd'hui. Avant la Seconde Guerre mondiale, les pays occidentaux ont tenté d'apaiser Hitler. Il a dit « Donnez-moi juste un morceau de la Tchécoslovaquie et je ferai la paix avec vous. » Et ils se sont recroquevillés, ils se sont inclinés, et ils ont cédé. Et ils ont donné à Hitler une partie de la Tchécoslovaquie. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? Hitler a envahi la Tchécoslovaquie, puis a déclenché la pire guerre de l'histoire du monde, la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, aujourd'hui, l'Occident dit à Israël, donnez simplement aux Palestiniens une partie d'Israël et ils feront la paix avec vous. Non, ils ne le feront pas. Depuis un siècle, on leur a proposé un État à eux et ils ont refusé parce que leur objectif n'est pas de créer un État pour eux-mêmes, mais de détruire le nôtre, l'État juif. C'est leur objectif national. Nous n'allons donc pas commettre un suicide national. Nous ne céderons pas aux critiques étrangères qui n'ont pas le courage d'affronter leurs propres ennemis, mais qui nous donnent des leçons sur la manière d'affronter les nôtres. Nous ne récompenserons pas le terrorisme, nous le vaincrons. Et le peuple juif vivra libre, fort, éternellement. J'aimerais savoir exactement quand les Palestiniens se sont vus offrir un État à eux. Et je ne suis pas d'accord avec son analyse de l'apaisement. Cela dépend de qui l'on cherche à apaiser. Hitler, c'est une chose.
Apaiser Israël en acceptant sa conquête du plateau du Golan ou son occupation de parties du Liban et de la Syrie est un mauvais exemple que M. Netanyahou ne citerait jamais. De pourquoi l'apaisement envers le mauvais ennemi est une erreur. Mais un ennemi aux objectifs limités avec des revendications raisonnables peut se voir offrir des concessions, ce qui n'est pas de l'apaisement, c'est une incitation. Et il est intéressant de noter que la défense la plus vigoureuse de l'apaisement, soi-disant, en tant qu'outil diplomatique, a été faite par Winston Churchill, qui disait qu'il fallait apaiser les autres quand on est fort, pas quand on est faible. Il faut profiter de sa force pour résoudre des problèmes à long terme, avec des concessions à court terme. Donc je pense que M. Netanyahou est un propagandiste brillant, et il propose une interprétation typique des accords de Munich avec Chamberlain, qui a une certaine valeur, mais qui est loin d'être une analyse complète de ce qui s'est passé. Monsieur l'ambassadeur, pensez-vous que Donald Trump, si l'on suppose, même si je pense qu'il est impossible de supposer qu'il pourra faire quelque chose en Ukraine, mais si l'on admet qu'il ferait quelque chose de positif dans ce sens, comment cela influencerait-il la situation si le résultat est positif? Vous avez mentionné qu'il cherche désespérément à obtenir le prix Nobel de la paix et qu'il demande à d'autres présidents et premiers ministres d'écrire des lettres pour le proposer comme candidat. Il a même appelé les Norvégiens pour demander le prix. Non, je veux dire, c'est évidemment absurde. Mais les questions que l'Ukraine soulève concernent la paix et la stabilité en Europe. Elles portent sur les garanties que la Russie donne à l'Ukraine et au reste de l'Europe, qu'elles soient crédibles ou non. Elles concernent aussi les assurances que le reste de l'Europe donne à la Russie, qu'elles soient crédibles ou non. Élaborer ce type de cadre, c'est ainsi que l'on met fin à la guerre en Ukraine. Et je pense en fait que les Russes seraient satisfaits d'une relation avec l'Ukraine similaire à celle que les États-Unis entretenaient avec le Canada avant que M. Trump ne décide d'annexer le Canada. Mais je ne pense pas que Vladimir Poutine ait l'intention d'annexer l'Ukraine. Il veut la partie russophone du pays parce que c'est la seule façon pour lui d'être certain que les russophones sont protégés contre les ultranationalistes de l'ouest de l'Ukraine. Mais nous verrons bien. Il est tout à fait possible qu'un miracle se produise à Anchorage et que la guerre prenne fin, mais j'en doute fortement. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Well, thank you.